quels que soient les lieux où on intervient, on se rend compte que dans une population, tu as toujours un tiers des gens qui ont vraiment envie de faire avancer les choses, un tiers des gens qui sont prêts à se rallier aux gens qui ont vraiment envie de faire des choses, ou sont prêts à se rallier aux gens qui ont vraiment envie de pas faire des choses, d'accord? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Philippe. Salut Philippe. Bonjour Arnaud. J'ai une question favorite. Je sais pas si tu as déjà écouté quelques épisodes. Ça commence à être je sais plus à quel épisode on est avec toi, mais on commence à avoir quelques-uns déjà. J'ai une question favorite en début d'épisode. C'est comment ça va? Comment ça va vraiment? Comment ça va vraiment? Donc il faut être vraiment vrai. Il faut être vraiment vrai. Bon, écoute, ça va vraiment bien. On sort d'une période globalement, je sais pas si tu as entendu parler, hein, il y a un petit truc qui s'appelait le Covid. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Qui nous embêtait un petit peu tous. Donc là, on se remet en route depuis déjà quelques mois et on est en train de reprendre un joli rythme pour les clients, pour nous, pour nos familles. Voilà, donc la vie reprend son cours. Ouais, la vie reprend son cours et ça démarre fort. Ça redémarre fort. Donc ça, c'est chouette. Toi, tu sens que les usines là, ça redémarre fort là. Il y a quelque chose. Ah oui, je sens que ça redémarre fort parce que il y a eu une prise de conscience de l'importance de l'usine déjà. D'accord, c'est un sujet important. La réindustrialisation. Regarde, par exemple, à quel point on en a pris conscience. Besoin d'usines, notamment en France. Et j'ai envie de dire en France en particulier. C'est fondamental. Je sais pas si t'es sensible à ça, mais moi je suis très sensible à ça. J'ai un peu monté une boîte pour faire ça. Oui, être passé il y a 20 ans de 20% de la richesse nationale à travers des usines ou des activités industrielles, pour être large, avec des mythes à une époque, je sais pas si tu te rappelles, des jeunes, très jeunes, dans les années 2000, t'avais Alcatel qui prônait l'industrie mais sans usine. D'accord, à quel point maintenant ça aurait un retentissement, on serait surpris de ce genre de projection. Maintenant, on a conscience qu'il faut des usines qui marchent bien, d'accord, des usines qui deviennent digitales aussi, d'accord, et ça c'est quelque chose, je pense, qui te parle, des usines performantes, d'accord, des nouveaux besoins qui se créent avec des circuits courts. D'accord, donc des nouveaux services qui s'installent. Et on a besoin de nouvelles usines. Et l'idée que moi j'ai subi pendant des années, puisque je suis dans ce combat-là pour que des usines s'améliorent, etc., depuis, je vais pas faire plus de 30 ans, le vieux con. Oui, j'ai commencé il y a 30 ans. Oui, d'accord, mais j'avais pas encore cette conscience-là de la nécessité industrielle en France. Il y a 30 ans, je l'ai eu une petite dizaine d'années après, à travers le parcours que j'ai pu avoir, dont on parlera peut-être. Et on a besoin d'usines, parce que l'usine, c'est pas Zola. On a souvent porté notre histoire française et l'histoire de nos écrivains Zola comme étant l'usine, c'est moche. Non, l'usine, il y a des usines extraordinaires en France. Il y a des gens qui travaillent dans les usines qui sont hyper heureux. Et économiquement, c'est important de savoir qu'un salaire dans une usine, est en général payé 2 fois mieux qu'un salaire ailleurs. Faut juste à peu près se rappeler de ça. Pour mettre du poids à ce que tu dis, parce que moi je te connais un peu et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité aussi. Est-ce que tu aurais un chiffre à la louche? Ça fait 30 ans que tu travailles dans l'usine, du nombre d'usines que tu as visitées, rencontrées. Alors un chiffre à la louche, déjà c'est un terme. Un truc au doigt mouillé. Voilà, c'est un paradoxe terrible. Moi je pense qu'on est à précis à la louche. On est à beaucoup d'usines.
D'usines, d'accord, j'allais dire une centaine d'entreprises industrielles différentes. Moi, je parle de sites de production. En site de production, oui, tu sais, quand je pars en vacances avec mes enfants en voiture en France, je dis tiens là, il y a telle usine, ils fabriquent ça. Tiens là, il y a telle usine, ils font ça. Bon, voilà, c'est voilà, il y a beaucoup de villes que je traverse. Tu prends pas l'autoroute, toi. Tu traverses les petites villes pour aller voir les usines. Tu sais, quand tu vas, par exemple, de Montpellier à Lisieux pour te faire une confidence de l'endroit où je peux aller, les autoroutes sont assez mineures, donc on a besoin de traverser un paquet de petits villages, de villes ou villages, absolument. Non, oui, effectivement, et je pense qu'il n'y a pas une industrie dans laquelle j'ai ou les équipes Progress Partners ont œuvré. C'est-à-dire que souvent des clients nouveaux viennent nous voir en disant vous connaissez ce secteur-là? Oui, on connaît votre secteur. On connaît votre secteur, c'est pas qu'on connaît tout de vous, c'est pas qu'on sait totalement ce qu'il faut faire, sinon ce serait trop simple. Mais on a vu pas mal de secteurs différents, quoi. On a fait le tour, on en voit beaucoup et on nous en reporte beaucoup. T'as commencé le lean, toi, dans les années 90, tu disais? Ou t'as commencé ta vie dans les usines dans les années 90? Alors, moi, quand j'étais jeune âgé, dans les années 93, pour être précis, j'ai eu la chance, comme Obélix, et s'il te plaît, ne fais aucun parallèle, j'ai eu la chance de tomber dans la marmite tout jeune. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans une usine qui faisait des boîtes de conserve, qui s'appelait à l'époque Carnot Metal Box, qui avait été décrétée l'usine pilote en France pour mettre en place, non pas du Lean, parce qu'à l'époque on parlait pas de Lean, on parlait de Kaizen, et à l'époque d'avoir des Japonais directement venus du Japon, importation directe, voilà, qui s'appelait Shingijutsu, pour ceux qui connaissent, voilà, qui venaient avec la pure pratique que Toyota avait mis en place depuis 25 ans dans leur site. Le clash culturel, ça a dû être extraordinaire. Alors, il y a eu un double clash culturel parce que on était dans l'alimentaire et t'avais une majorité de managers qui débarquaient de l'automobile. Et de Valeo, par exemple, pour les citer. D'accord? Des gens très, très bons, hein, très, très bons, mais qui, effectivement, ont dû apprendre la langue, à juste raison des gens qui faisaient fabriquer les boîtes de conserve, qui vernissaient de la tôle pour fabriquer ces boîtes-là, qui les imprimaient, etc. D'accord? Donc, c'était intéressant d'observer ça à ce moment-là. D'accord? C'est pas parce que tu maîtrises tout le lexique et que tu as lu tous les livres et que tu as eu des succès dans l'automobile que ça va marcher ailleurs. D'accord? Ça, c'était un apprentissage très fort à ce moment-là. D'accord? Et les Japonais venant en plus en te disant des choses sur lesquelles il fallait que tu réfléchisses à peu près une nuit pour comprendre à peu près ce qu'ils voulaient dire. T'as un exemple de phrase qui t'a marqué? De réflexion? Je vais te donner un exemple. Peut-être que c'est un peu fumeux, mais je pense que pour avoir fait des équipes de nuit souvent après, en temps, parce que j'ai pas fait que du conseil dans ma vie, heureusement, pendant 10 ans, j'étais dans l'industrie, sur le terrain, j'étais jusqu'à directeur d'usine, mais un directeur qui venait à 2h du mat, comme beaucoup de directeurs d'usine, pour aider un problème de blocage à tel endroit et apporter au moins son support moral et souvent se retrousser les manches et mettre la cravate sur le côté pour pas la faire prendre dans la machine, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc oui, donc j'ai eu cette aventure-là. Donc une phrase étonnante, c'est quand les hommes dorment, les machines dorment. Et t'imagines, d'accord, quand les hommes dorment, les machines dorment. C'est pas mal ça. Voilà, tu pars avec ça, tu dis mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis en plus t'as le directeur financier qui dit écoutez, moi j'ai investi 10 millions dans les machines pour qu'elles travaillent. Et la vision doit être prise en compte. Hein. Et il faut qu'elle travaille 365 jours, 24 heures sur 24. Sauf que derrière cette phrase-là, quand les hommes dorment, les machines dorment, tu te rends compte, et ça parlera sûrement à beaucoup de gens, que les équipes de nuit sont souvent, généralité, une catastrophe en termes de qualité, de productivité et de bonne marche générale de la production. Parce que souvent, ils se débrouillent, ils font comme ils peuvent, ils n'ont pas les supports qui sont là. Et des fois, ils démontent, par exemple, chose vécue, des pièces d'une machine juste à côté pour les mettre sur la leur pour que ça tourne. Mais parce qu'il faut qu'ils se débrouillent et qu'ils ont besoin que ça tourne. D'accord ?
Alors après, le lendemain, t'imagines, effectivement, la performance que tu peux avoir quand il s'agit peut-être de re-régler celle où t'étais parce que t'as fait comme t'as pu, d'aller remettre la pièce en place sur l'autre, etc., etc. Donc voilà une phrase qui m'avait interrogé à cette époque-là. Je l'aime bien cette phrase parce que elle rappelle aussi que le mythe de la machine, de l'usine tout autonome, en fait, c'est un mythe pour l'instant. Et on n'y est pas, quoi. Les machines sont pilotées par les hommes, quoi. Et c'est important de le rappeler quand même. Bah, c'est essentiel. Moi, je crois pas à l'usine tout autonome de façon généralisée. D'accord ? Il y a des exemples, effectivement, d'usines où une production très particulière peut faire appel à personne ou très peu d'hommes ou juste des supports techniques qui sont appelés s'il y a besoin parce que ça bloque. D'accord ? Elon Musk avait essayé d'avoir l'usine très automatisée. Il en est revenu. D'accord ? Il en est revenu. Moi, j'étais à cette époque-là aux États-Unis et je connaissais des gens qui bossaient dans son usine. En fait, ils ont fait plus de 3 pas en arrière à l'époque où le mythe était tout devient automatisé, il n'y a plus que des robots et c'est bon. En plus, c'est génial. Sur le papier, évidemment, c'est génial. On n'a plus besoin de s'occuper d'hommes, plus de management. Hop là, c'est un logiciel. C'est comme le logiciel que j'ai créé, d'accord, boum. Oui, sauf que là, on fabrique des voitures. Voilà. C'est un truc qui a la vie dure quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, chaque fois que je discute avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie dans une usine, qui n'a jamais vu ce que c'était une usine, il a l'impression qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est des robots partout, c'est des données, des capteurs, des machins, c'est tout automatisé, il y a quasiment plus aucun humain, quoi. C'est vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette vision. Et c'est un mythe qui parce que en fait, j'ai l'impression que, tu vois, on a vécu tellement de digitalisation dans nos vies perso, avec les smartphones, les ordinateurs et tout ça, qu'on a l'impression que ça s'est appliqué à l'industrie. Ce qui est totalement faux, en plus. Bah, c'est totalement faux et ça l'est pas non plus totalement faux. Si tu me permets. Oui, c'est vrai, d'un côté, mais et tu œuvres pour ça aussi. C'est-à-dire que on y va progressivement, non pas à l'usine tout autonome. Peut-être que dans 100 ans, 150 ans, on y sera, parce que ce sera plus tôt, d'accord, ok. Mais on va actuellement vers la simplification grâce au digital, grâce à la robotique, sur des endroits où l'humain a peu de valeur ajoutée, voire où il y a de la pénibilité, voire des risques de sécurité. Monter toute la journée des roues sur des voitures et potentiellement pouvoir se blesser en faisant ça à travers des TMS ou autres. Si on a moyen de le faire de façon plus simple, c'est pas forcément avec des robots d'ailleurs. Toyota, pour être très attaché à ce que Toyota fait historiquement, on y reviendra peut-être, et connaître assez bien ce que Toyota fait et m'être beaucoup inspiré et avoir appris à travers eux. Toyota fait tout pour effectivement simplifier ça, mais c'est pas forcément un robot qui va mettre une roue, ça peut être aussi un petit chariot tout simple qui permet de venir mettre en place, etc. Bon. Non. Mais l'automatisation, on y vient de plus en plus. Ce serait une erreur de se dire qu'on n'y vient pas. Mais l'usine tout automatisée, je pense, c'est loin d'être pour demain. Et par contre, on doit bosser beaucoup sur la digitalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de valeur ajoutée à apporter en digitalisant bien l'entreprise. C'est un de nos chauds de bataille actuels au sein de Progress. On a 3 thèmes importants. On a vraiment être très fort dans le lean, les opérations, être capable de transformer l'entreprise, ses process, son management, etc. D'accord ? On a accompagné l'humain dans ces transformations-là parce que, comme tu le dis, on est persuadé, on est sûr que l'humain a besoin d'être toujours acteur et de plus en plus présent et performant pour faire cela. Et le digital vient et on doit intégrer le bon digital dans les entreprises. Est-ce que tu as un exemple, tu vois, avec toute ton expérience d'ajout digital qui maintenant nous paraissent évidents dans les usines, mais qui avant ne l'étaient pas du tout, et qui montrent vraiment déjà les progrès et ce qu'on arrive à faire
Tu vois, peut-être par exemple à travers bon, les ERP, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais Effectivement. je sais pas. Est-ce que tu as déjà des choses des trucs un peu concrets que toi t'as vu dans tu vois des 10 dernières années, 20 dernières années, euh, le digital arriver dans les usines, tu vois peut-être par rapport à je sais pas aux fiches de production ou des choses comme ça. Oh, j'en aurais plein à te donner. Il faudrait qu'on caractérise ce que c'est que le digital déjà. D'accord. Bah, vas-y, je t'en prie. Pour toi, c'est quoi le digital? Le digital, c'est effectivement. Alors moi, j'aimerais bien mettre tout ce qui est robotique aussi derrière. Et un des ajouts, je t'en parlais déjà avant, de cette transformation digitale, je mets la robotique aussi dedans, c'est qu'effectivement, il y a des pénibilités qui ont été évitées, et c'est très bien, ça permet aux hommes de se concentrer sur des choses à valeur ajoutée plus élevée. Donc, tout ce qui est robots, ports de charge lourde qui sont apparus dans l'automobile, dans les papeteries par exemple, d'accord, voilà, tout ce qui permet de port de charge lourde, d'accord, tout ce qui permet aussi de gérer, ça c'est essentiel, hein, voilà, tout ce qui permet d'un moment de prendre en compte le besoin client de façon le plus immédiate possible et d'organiser sa production pour délivrer dans les 3 heures ce que le client attend, par exemple. Donc déjà la première digitalisation finalement qui a touché les usines qu'on voit de manière maintenant extrêmement concrète, c'est au niveau de la prise de commande, donc de ce qu'il faut fabriquer Oui, par rapport aux besoins clients. oui, C'est vrai qu'on oublie ça, mais ça c'est un bon exemple, tu vois. Genre avant il y avait on recevait un coup de téléphone, un courrier, enfin, il y avait des papiers dans tous les sens, tamponnés, retamponnés, machin, etc. Maintenant on a digitalisé ça et c'est beaucoup plus fiable. Il y a beaucoup moins d'erreurs grâce à ça en fait, et c'est beaucoup plus fluide. Ça permet, et le comme tu dis, à digital l'industrie. Ouais. qui permet de recevoir en instantané une information, d'accord, qui passe par des canaux d'information électroniques et de te donner que le client dans 3 heures a besoin de ça, c'est un digital extrêmement utile, d'accord. Toi, tu es avec des clics dans le digital où en instantané, tu as moyen de mentionner qu'il y a un problème à l'autre bout de l'usine ou dans un endroit où tu n'es même pas, parce que tu es présent potentiellement sur une autre usine, c'est un digital utile. Retravailler le besoin client pour l'intégrer le plus vite possible, en ayant défini le plus vite possible, voire ajuster s'il le faut. Hein. D'accord, la quantité, le délai et le point de livraison en temps réel, parce que des choses se passent, c'est extrêmement utile. Il faut qu'on aille vers du digital qui permet d'avoir des flux entre les clients, les fournisseurs et les multiples clients et fournisseurs qui s'enchaînent dans une chaîne. Même au sein de l'usine, quoi. En fait, le digital, déjà, c'est avant tout la possibilité que les humains au sein d'une usine et même avec les acteurs extérieurs se transmettent des informations qui se suivent, qui sont mises à jour et qui sont authentifiées. Et donc, du coup, ça leur facilite leurs interactions, en fait. C'est ça, en fait, la vraie force du digital. C'est d'aider les gens à mieux communiquer, quoi, finalement. Tout simplement. Là, c'est ce que j'appelle le bon digital. Voilà. Quand le digital, c'est un système qui aurait, on fait de la science-fiction évidemment, hein, aurait vocation que consolider des datas pour en faire des jolis rapports, c'est pour en tout cas la chaîne de valeur, pour les gens qui produisent cette chaîne de valeur-là et pour les clients associés à ça, c'est beaucoup moins utile pour être politiquement correct. Je dis pas que ça ne doit pas exister, mais je dis que c'est sûrement une priorité 2 dans la digitalisation. Est-ce que tu as un exemple de mauvaise digitalisation en tête, de choses Je voudrais pas, comment dire, incriminer ou non, mais sans juger. forcément viser. Mais tu vois, des pratiques, tu vois, que maintenant, peut-être qu'on fait encore ou même qu'on fait plus. Tu vois, c'est important de se nourrir, je pense, des erreurs du passé. Je pense que l'installation d'ERP par le passé a été des exemples où on a potentiellement mis en danger des clients, d'accord, qui tout d'un coup demandaient des choses et
Et comme il fallait installer un nouveau système d'info, ça n'arrivait plus aux bons endroits. Les gens étaient sur deux systèmes. C'était des mises en place, et ça c'est un digital aussi qu'on souhaite ne plus voir. C'était des mises en place qui duraient 12 mois, 18 mois. Donc pendant 12 mois, 18 mois, les gens vivaient parfois avec... alors bon, il y avait la période où il y avait un double système. Bon, ça durait pas 12 mois ou 18 mois, mais bon, c'était du digital qui, selon moi, ne mettait pas en avant les priorités que le client pouvait avoir ou que le site, l'usine, pouvait avoir pour sa performance, pour sa dynamique d'équipe, pour aller faire plus de productivité au service du client, pour aller faire plus de qualité, pour gagner des nouveaux clients, pour alors, faire pourquoi tout ce qu'un site doit faire. C'est quoi l'erreur alors qui était en fait l'erreur elle venait d'où? Comment ça se fait, tu vois, que c'est quand on écoute cet exemple que moi j'ai déjà vécu, et je pense malheureusement arrive encore. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi l'erreur en fait qui est mise là? Comment c'est possible qu'on force et qu'on pousse la mise en place d'un système qui n'est pas bon pour les équipes terrain? Elle est où, tu vois? La problématique elle est où? Sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille du coup? C'est quoi qui nous manque? Mais la problématique, elle est simple. La problématique était que c'est aussi une nécessité pour le top management, à juste raison, d'avoir des tableaux de bord consolidés dans des boîtes, dans des groupes industriels ou de services, de plus en plus larges, d'accord. Et le paquebot a besoin d'un système de pilotage, d'accord. Donc la tête décide pour la tête d'avoir un système de pilotage, et c'est sûrement très bien, d'accord. Pour la tête, c'est bien. Et ça, c'est vrai que moi, je pense que vu que nos clients, les auditeurs du podcast, c'est des gens qui sont sur le terrain, je pense que c'est important de rappeler, on part de la racine, t'as raison. À la base, les têtes dirigeantes sont là pour diriger et gérer l'entreprise. Elles ont besoin d'informations, elles ont besoin de données pour prendre des décisions. Et c'est essentiel. D'accord. Et avoir des bonnes données. Parce que, parfois, les données qu'ils ont peuvent être remises en cause, c'est ça, c'est un vrai souci, peuvent être remises en cause avec les réalités terrain. Et parfois, à force de consolidation, tu n'as plus les bonnes données de ton terrain. Et ça, le digital 4.0, j'ai envie de dire, d'accord, doit apporter des corrections à ça. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire table rase du passé et de l'intérêt des systèmes, des ERP qui ont été posés, et qui ont des intérêts. Mais maintenant, il faut que les jambes qui ont aussi une tête, ERP, quoi. Qui ont aussi une tête, c'est là où l'image de la tête et des jambes est pas forcément bonne, d'accord, qui tous les jours ont une tête et doivent se diriger, d'accord, puissent aussi avoir leurs bonnes infos au bon moment, et que ces informations-là d'ailleurs soient intelligemment consolidées. Et on travaille ça depuis des années, on a bossé sur des ERP pour aider à ce qu'effectivement les données soient les mieux intégrées, pour que les données soient le plus possible en temps réel, le moins possible avec des batchs de nuit qui mélangeaient potentiellement des clés de répartition qui n'étaient pas forcément les bonnes. D'accord, je donne des exemples assez concrets, qui moyennisaient des performances, qui fait qu'à un moment tu vois plus où est la performance, où est la non-performance. C'est important de distinguer dans une équipe. On parle beaucoup de sport. Moi j'aime bien les images et les métaphores à travers le sport. D'accord. C'est un moment. C'est important de distinguer quand Messi a fait des choses très très bien et des choses moins bien potentiellement, d'accord, et ne pas dire l'équipe moyenne, elle a fait ça. Non, d'accord, et tout mélanger. Bon, alors pour une équipe de foot, ça pourrait se comprendre, mais c'est important de distinguer aussi les performances de tel site, de telle ligne, de savoir ce qu'on a à faire sur telle ligne de production, d'accord, et de dire la performance moyenne de l'usine était tant. C'est sûrement bien pour un tableau consolidé, pour aider l'usine à performer, à mettre le doigt sur ce qu'elle sait bien faire, les bons standards qu'elle a et les belles opportunités de progrès qu'elle a, d'accord, sans juger, sans blâmer comme on aime dire, mais en accueillant vraiment les problèmes. Bah c'est bien de bien les voir, ces problèmes-là, et il faut les bonnes lunettes. Et le digital permet d'avoir des nouvelles lunettes qui sont intéressantes à mettre en place. Finalement, les dirigeants des sociétés industrielles, en fait, ils voulaient juste des données parce qu'ils avaient besoin ils géraient de plus en plus de sites, ils avaient besoin de piloter, ils avaient besoin de comprendre. Mais
en fait, dans ce chemin digital des années 2000, des ERP, ils ont juste oublié de pas ralentir le terrain et de leur donner aussi des outils en fait pour eux. Et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est ce que tu fais sur le terrain en fait, c'est que on en revient à dire ok, désolé, on vous a un peu oublié, on n'avait pas pris conscience des problématiques du terrain liées à finalement à ce digital qui ne nous servait qu'à nous et qui vous ralentissez. Donc maintenant, on se repose et on repense ces systèmes-là pour qu'ils vous servent à vous aussi, parce que finalement, si jamais on met des systèmes en place qui vous ralentissent pas, on aura des données et donc là, on pourra faire ce qu'on voulait faire à la base. Mais si jamais on force des systèmes qui vous ralentissent, comme tu l'as dit, en fait, des fois on a des données qui sont pas pertinentes et donc on n'atteint même pas notre but de pouvoir piloter les usines, quoi. Oui, alors, tu sais, moi je me méfie toujours des généralités. C'est-à-dire que les dirigeants, d'accord, les dirigeants en général, ce sont des gens qui, alors je fais pas de langue de bois en disant ça, hein, d'accord, qui vraiment essayent de faire en sorte que leur groupe, leur usine, leur service se développe le mieux, d'accord. Après, ils sont souvent, sous la pression, d'accord, d'effets de mode. Et il y a eu un effet de mode dans les ERP, d'accord, et puis d'effets de priorité, d'accord. Quand à un moment t'as pas de RP, qu'on te dit bah comment ça vous n'avez pas de RP, on comprend pas. Voilà. Après tu regardes tes ressources. Bon, donc effectivement il y a eu cet effet de mode. Voilà. Mais il faut mentionner, et c'est surtout ça qui est intéressant, que tu as eu. Et moi j'en ai rencontré des dizaines, pour pas dire des centaines. Hein, je pourrais te citer des noms, des dirigeants, hein, pour reprendre ce terme-là, qui ont su mettre un ERP parce qu'il fallait le mettre et qui en même temps ont toujours eu une attention terrain, sont toujours allés dans leurs usines pour voir ce qui s'y passait, et pas juste voir ce qui s'y passait, d'accord, pour aider, pour supporter, pour s'assurer que les transformations qui se passent de la meilleure façon possible, d'accord, c'est-à-dire que du vrai lean, j'ai envie de dire, hein, des vraies transformations, et pas juste on a des programmes pour faire joli parce que c'est bien de dire qu'on fait du lean, hein, d'accord, mais des vraies transformations qui font qu'à un moment, bah, je réduis mon lead time par 2, j'ai une augmentation de ma satisfaction client de 30%, hein, d'accord. Que maintenant, par exemple, mon NPS, a pris 5 points, 10 points, enfin, C'est intéressant ce que tu as dit. Donc, t'as toujours eu des dirigeants comme ça. J'insiste vraiment, hein. Ouais. Je pourrais te parler de Marceau, qui était numéro 2 au sein d'Autolive dans les années 2000. C'était quelqu'un qui était le numéro 2 d'une boîte qui fabriquait des airbags dans le monde, hein, qui était deuxième dans le monde, hein, en termes d'équipementier, et qui s'est toujours attaché à s'assurer que les compétences sur le terrain augmentaient, que c'était pas juste pour faire joli qu'on donnait des belts à des gens, mais que ça se transformait à travers des chantiers de transformation, des actifs de transformation, et qu'il y avait des résultats à la clé. Et moi, je me rappelle, jeune consultant, lui envoyer les défis, c'est-à-dire les challenges que les chantiers avaient. C'est-à-dire qu'à un moment, on disait, on va, par exemple, sur la ligne, je sais pas quoi, airbag rideau, hein, je te dis n'importe quoi, d'accord. On va augmenter la productivité de 30%, on va réduire la non-qualité, on était à, je sais pas moi, à 50 ppm, on veut passer à 10 ppm, d'accord. Je te donne des données concrètes, hein, ça, c'était le genre d'échelle qu'on pouvait avoir, d'accord. Il lui voulait, d'accord, regarder comment est-ce que les défis, comment est-ce que le groupe qui était d'une dizaine de personnes allait s'engager derrière ça. Qu'est-ce qu'on leur demandait comme mandat? Parce qu'un groupe qui travaille pour transformer quelque chose sur le terrain, c'est quelque chose à qui la direction donne un mandat. Messieurs, moi j'ai idée de la stratégie, comme tu l'as dit, d'accord, mais le mandat que je vous donne, d'accord, c'est effectivement sur ce produit-là, on a besoin de ça, les gars. On a besoin de ça parce que ce marché-là va exploser de plus 30%, parce que le client Peugeot, Renault, Stellantis, si tu veux être à la page, attend aussi ces résultats-là, d'accord, attend qu'on livre plus vite, d'accord, attend qu'on augmente nos volumes. Donc, nous devons avoir une ligne qui évolue, ou de nouvelles lignes, où on doit concevoir des nouveaux process, d'accord. Donc, on sait aussi où on doit designer des nouveaux produits. On a aussi œuvré pour que le design de nouveaux produits soit le plus possible
dans les attentes du client avec des données chiffrées derrière. Finalement, on en revient à... En fait, c'est rigolo, mais on en revient à dire, toi tu donnes dans tes exemples, que le digital reste un outil et qu'en fait, il y a des gens qui l'ont bien utilisé et qui n'ont pas subi et qui ça n'a pas été douloureux, et que finalement, quand on lui met sa bonne place au digital, c'est-à-dire qu'il est là pour nous servir et qui répond à nos demandes et pas l'inverse, et du coup on peut se mettre dans des belles positions, et c'est important de le rappeler. Moi j'aime bien ce que tu dis là, c'est n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont sur le terrain et que les dirigeants qui vont sur le terrain, c'est toujours ceux qui mettent en place et qui comprennent le mieux les attentes de leurs équipes, quoi. Absolument. Quand tu intègres du digital, et ce sera la clé des années qui viennent, je pense qu'il y a zéro question là-dessus. Quand tu intègres du digital, non pas en disant bon écoutez on est désolé les gars, la contrainte c'est que t'appuies 3 fois sur le bouton, ok maintenant faut que t'ailles voir les résultats, tu fasses 25 mètres pour voir ce qui se passe. Bon, tu vois, bon. Donc le digital tu commences à t'expliquer les contraintes que tu vas avoir. Mais t'intègres digital en prenant conscience, en observant, en comprenant les besoins réels et en étant capable d'adapter, ça c'est fondamental, l'outil, le transformer. C'est pour ça que l'agilité c'est important. L'agilité c'est un joli mot, mais on peut le répéter à longueur de phrase. Mais si l'agilité, elle est pas pour dire ok là votre outil digital il est bien, mais moi j'ai besoin de ça, d'accord, ok. Est-ce que ça y répond? Oui, ok super. Là il faudrait faire une petite modif pour avoir ça. Bon. Et puis il y a un ego, hein. Parce que le digital, c'est pas non plus faire que du sur-mesure. D'accord? Mais c'est de comprendre le besoin. Parce que les gens, quand tu travailles avec eux sur le terrain, ils comprennent aussi que ils doivent aussi changer les habitudes qu'ils ont. Ils le comprennent. D'accord? Si ça ne génère pas de mouda, comme on dit dans notre jargon, de gaspillage, il n'y a pas de problème. Bon, ça va être un peu, faut accompagner ça, faut les entraîner, faut être sur le terrain avec eux, faut que le management soit là, voilà, il faut savoir, faut avoir un peu de métier, d'accord. Mais à un moment, ils sont extrêmement, les gens du terrain, les managers terrain, les superviseurs, les patrons du AP, les patrons d'usine sont extrêmement adaptables, d'accord. Il faut qu'ils soient adaptables en faveur des besoins que le client a. C'est juste ça, parce que si c'est de l'adaptation pour se dire vous allez devoir vous passer de ça, vous compliquer la vie, c'est la mauvaise adaptation. C'est de l'adaptation avec une discussion qui permet de sortir le meilleur de cette discussion-là, d'accord, et pas tomber dans le consensus mou. Là, c'est intéressant. Et le digital doit passer par là. Et du coup, c'est à eux aussi, c'est intéressant, tu vois. On vit une époque aussi où maintenant, avant, moi j'ai un peu cette sensation qu'avant, le patron il disait c'est vert et tout le monde c'est vert, point, on discute pas. Maintenant, le patron il dit voilà, moi j'ai besoin de vert, remontez-moi vos besoins, remontez-moi, dites-moi si ça va pas, parlez-moi, donnez-moi vos besoins. Et là, du coup, maintenant, c'est aussi aux gens terrain que tu viens de citer de dire oui, vert ok, mais qui tire un peu sur le jaune, tu vois, on veut un peu plus de non, moi ça me va pas, tu vois, parce que regarde, comme tu l'as dit, l'exemple il est génial, genre je suis désolé, mais moi si jamais les indicateurs de ma machine, je dois marcher 50 mètres pour aller les regarder, ça marche pas. Et même, si tu me permets, Arnaud, si tu dois prendre plus de 3 secondes pour comprendre l'information que l'on te donne, ça ne va pas non plus. C'est clair. Et parce que sur le terrain, il y a un tempo. Et du coup, c'est vrai que maintenant, moi je trouve qu'il y a aussi j'ai envie de le dire à tous les gens qui écoutent ce podcast, vous avez comme responsabilité aussi de dire si les outils sont merdiques. Et pas juste de dire qu'ils sont merdiques, mais de dire pourquoi est-ce qu'ils vous ralentissent. Et d'expliquer en quoi ça vous fait, c'est pas utile finalement parce que ça vous ralentit. Et après d'être force de proposition aussi, parce que, bon, ça tu le sais mieux que moi, tu prêches la parole beaucoup plus que moi là-dessus, je le sais, mais les meilleures idées, c'est ceux qui subissent les problèmes et qui ont les meilleures solutions. Toujours. Et donc du coup maintenant il y a la voix qui descend, quoi. C'est ça. Enfin, je pense qu'il y a une responsabilité aussi et les gens ils en prennent de plus en plus conscience que il faut qu'ils proposent des choses. Il faut qu'ils parlent. Oui. Alors déjà, on peut se dire aussi que
industriellement parlant, l'histoire industrielle est toujours intéressante à observer. Tu as toujours eu, même dans les années 20-30, d'accord, je rappelle d'avoir lu une histoire d'un fabricant de poêles qui était extrêmement lean en France, d'accord, extrêmement attentif aux besoins du terrain. Donc on n'a pas besoin, tu vois, c'est moi qui ai bossé avec Toyota, qui suis très curieux de comment Toyota a pu mettre ça en place et qui essaye de garder les meilleures pratiques. Mais on n'a pas eu besoin de Toyota pour faire des choses extraordinaires dans la capacité à sortir des produits bien pensés, bien produits. Ok, bon. Maintenant, on a des méthodologies qui arrivent. Parfois, on les utilise bien, des fois, on les utilise mal. D'accord, bon. Ça, c'est encore autre chose. Mais tu peux avoir les méthodologies et mal les utiliser. Nous, on essaye et on y arrive, je pense, à pas être juste la méthode par la méthode qui n'a aucun sens. D'accord? Donc, il y a toujours eu des patrons industriels, puisqu'on parle de l'industrie, mais aussi dans les années 20, les services, évidemment, c'était moins développé. D'accord? Mais ils font des choses extraordinaires. Faut se rappeler ça. D'accord? On parle beaucoup de statistiques et de Lean Six Sigma ou Six Sigma. Faut savoir qu'à l'origine, c'est souvent des Français qui ont permis qui étaient très forts en statistiques, qui ont influencé ensuite la mise en place de ces outils statistiques qu'on utilise maintenant, hein, voilà, avec les limites de surveillance, etc., etc. Bon, il y a besoin d'avoir effectivement, il y a deux rôles. Toi, je crois que tu fais de l'aviron. Je me trompe pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est du dracar. Sur un dracar. Bon, allez, on va dire bon. Le dracar, on peut l'utiliser comme exemple. D'accord? T'as besoin d'avoir quelqu'un qui donne la route, ok? Ouais. Qui voit loin. Toujours. D'accord? Parce que c'est dommage de se prendre le rocher qui est à 10 mètres. Et puis, tu as des gens qui rament. Peut-être que l'exemple n'est pas le plus positif, hein, mais tu as des gens qui sont en charge de faire en sorte que le bateau avance bien, d'accord? Dans un quotidien. C'est la voile. Exactement. Ouais. Border la voile. Border la voile. Voilà. Virer de bord. Ok. Et il faut les deux, en fait. Il y a pas d'opposition. Pas d'opposition. Le management, le top management dans des usines et dans des groupes d'usines est là pour donner des grandes directions. D'accord? Souvent, ces grandes directions sont, par nature, sont simplificatrices. Ok? D'accord? On doit se développer sur telle ligne de produits, etc. D'accord? Tu veux une histoire rigolote en comparaison avec le bateau? Et je pense que ça va parler d'une usine. Cet été, on est parti naviguer sur un plus gros dracar, vraiment beaucoup plus gros que celui qu'on a construit nous. Donc, on était avec des mecs qui ont 40 ans de mer, tu vois, derrière eux. Vraiment des vieux loups de mer, comme on dit. Et donc, on a navigué, on a fait des quarts, etc. Et on avait un rituel. En fait, il y avait une règle sur le bateau, c'était que quand on navigue, on contredit jamais les ordres. Il y a un capitaine du bateau, et le capitaine du bateau, son rôle, c'est d'amener là où il veut amener, et en fait, c'est lui qui prend les décisions. Et s'il te dit de faire ça, tu le fais. Parce que le but du capitaine, son rôle, c'est que tu sois en vie à la fin de la journée. C'est pas mal. Ce qui est vraiment ça. Et du coup, il disait, donc, interdiction d'aller râler, machin, quand on navigue. Par contre, et c'était ça qui était hyper intéressant, tous les soirs et tous les matins, on va se poser, tout l'équipage, quand on touche terre, par exemple, et on va faire un point sur tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, tout ce qui s'est mal passé, on en parle. Et là, il n'y a pas de capitaine, machin, etc. On est tous au même niveau d'égalité, et on dit ça, c'était pas bien. Moi, là, j'étais pas compris. J'ai eu peur. Là, j'étais pas d'accord avec cet ordre. Et on en discute et on en débat parce qu'en fait, l'équipage sur le bateau est dans une recherche perpétuelle d'être une équipe ultra optimisée. Parce que si on n'est pas une équipe ultra optimisée, ben, potentiellement, quand il y a des gros temps, des grosses mers, on fait des erreurs et on meurt tous. Et du coup, je trouve que le parallèle, il est assez intéressant. Moi, je sais que les usines, elles pratiquent souvent, tu vois, les top 5 du matin. Et je trouve que c'est ce que tu dis, ouais, c'est qu'il faut, et à un moment donné, il faut avancer, mais il faut savoir aussi, c'est ça qui était hyper intéressant, tu vois, avec ces vieux loups de mer depuis 40 ans, ils nous disaient, si t'écoutes pas ton équipage, tu vas couler. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, quoi. Et t'as un monsieur qui est peu connu, hein, qui s'appelle Tabarly, qui juste dit ça aussi. Voilà. Ou disait ça, puisque il n'est plus avec nous.
effectivement, quand il était sur le bateau, et en course en plus ou en tempête, si tu m'as discuté les ordres, c'est pas très bon, d'accord. Mais par contre, il faut avoir des moments pour se poser. Ouais. Et après, effectivement, des débriefs extrêmement précis et partagés, et la parole totalement libre, comme on pourrait dire maintenant. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas dire. Exactement. D'accord. Et même si le problème a mal été mentionné, souvent, il y a quelque chose à creuser derrière. Donc, il faut un top management ou un management qui est capable de donner des directions et qui est capable de changer de posture à un moment, dans un mode écoute et aider même, un mode support, comme on le dit chez nous, pour aider à décortiquer des fois des problèmes qui pourraient être vite jugés comme étant oh là là, on comprend rien de ce qu'il dit, là ce qui voilà, et oh là on perd notre temps. Non, décortiquer, parce que faut se rappeler que souvent comment dire, tout le monde n'a pas le bagage pour aider à décortiquer des problèmes et même aider à les mentionner. Donc il faut aider à qualifier le problème, et parfois, d'accord, à quantifier. Des fois, on n'a pas tout de suite la réponse. Heureusement d'ailleurs, sinon c'est un peu trop simple. Donc il faut être aidé à aller comment dire, investiguer pour bien comprendre. D'accord. Donc c'est une double posture. Tu vois, je suis capable de construire une direction avec d'autres personnes, hein, d'accord. Pas le patron omnipotent, d'accord. Et ensuite, dans un quotidien fort, ça c'est important, le quotidien fort, d'accord. Je vais accompagner le déroulement de ces directions-là, d'accord, à travers des chantiers, des activités de transformation, et je suis capable de capter à travers des tours de gamba, des tours de terrain, de capter là où tout d'un coup je me rends compte que il faut que je m'enrichisse, il faut que ma vision s'enrichisse de nouvelles approches. Et ça c'est essentiel, d'accord, ce qu'on appelle le top-down ou le catch-ball dans notre jargon. Catch-ball, ça veut dire quoi? Le catch-ball, c'est capter l'information sur le terrain, c'est ça? Bah, t'imagines, tu donnes un exemple avec le bateau, on va prendre un exemple avec le baseball ou tout sport de balle, d'accord? Je suis le patron, je te lance la balle en disant, OK, on va dans cette direction-là. D'accord? OK. On a besoin de ça. On a besoin que notre qualité s'améliore de 30% sur tel produit. On a besoin de lancer un nouveau produit. On a besoin de mettre une nouvelle ligne. Très bien. OK. Ah oui, OK, je savais pas. On a tout ça à faire cette année. Waouh. C'est chouette, une usine ou un site qui bouge. Mais attention. Nous, on se rend compte que si on veut lancer ce produit-là, on se rend compte que le produit d'avant, on a du mal à le produire parce que il avait mal été conçu. Il va falloir qu'on travaille sur ce produit-là, d'accord? Et donc, des informations remontent, le catch-ball, c'est-à-dire que la balle par le terrain est relancée au top management qui dit ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas vu tout ça. Ah oui, c'est normal. Le quotidien n'est pas le même. Souvent, les sites, tu sais, je parlais de Benoît Marceau, j'aurais pu parler d'Alain Beldan sur Autoliv aussi, qui en tant que directeur industriel, tous les jours, aller 1 heure sur le terrain. Tous les jours. Au moins 1 heure. Mais ça, c'est génial, ça. Parfois 2 heures. Ça devrait être obligatoire. T'imagines la discipline et la violence potentiellement qu'il faut que tu fasses à ton agenda pour être capable, alors de t'imposer ça déjà, d'accord, mais surtout d'imposer ça au système qui te dit attention, il y a une réunion truc machin, attention, il y a voilà, et ton agenda déjà est rempli à 80% de réunions. Ouais. Imagine-toi en plus quand c'est réunion avec le siège, réunion avec voilà, où tu peux n'avoir que des réunions tournées la tête vers le haut, si tu me permets, et non, tu dis non, je vais garder effectivement ce lien et cette nécessité de construire le futur de la boîte à travers les étages supérieurs, si vous me permettez cette expression-là, mais j'ai l'hygiène d'aller passer 1h30 sur le terrain parce que l'usine dont j'aurai besoin demain, il faut que je la capte aujourd'hui. Et c'est pas suffisant d'ailleurs souvent de passer 1h30. Il faut aussi que j'ai des gens qui sont constamment sur le terrain, qui m'envoient des balles. Mon exemple de catch-ball. Quand je leur dis les gars, on va jouer à ce sport-là, puissent me dire attention, nos crampons ne sont pas forcément vissés pour aller faire cette compétition-là. D'accord. Par exemple, nos produits qu'on a eu, on a eu un taux de défaut parce que ils étaient mal nés. Donc il faut qu'on travaille ce nouveau produit. Si on lance un nouveau produit, sachez patron que le précédent, il était mal né. Donc il va falloir qu'on le bosse un peu différemment. Sinon on va repartir avec un produit mal né, avec un taux de rebut
de Ça va pas le faire. 0,5%, 2%. On va pas démarrer à la vitesse attendue par le client, donc on va mettre tout de suite le client en rupture, hein, d'accord. Donc je prends l'exemple de Peugeot, de Renault, mais voilà, on pourrait parler l'exemple des médicaments, d'accord, par exemple, hein, bon, on va être en rupture, ou des tronçons d'avions dont le premier avion a souvent du retard parce que les retards s'empilent chez les uns et chez les autres, d'accord. Donc, si on veut être à l'heure pour satisfaire le client en qualité, en délai, il faut qu'on ait répondu à ces problèmes-là que nous, on a vécu et on les connaît bien. Je vois le temps qui défile là, et c'est toujours ça le problème de ces podcasts, c'est qu'on est bien, tu vois. On pourrait discuter comme ça pendant des heures. Je vais enchaîner du coup avec les 3 dernières questions. Est-ce que tu as un coup de gueule pour l'industrie en France? Ça peut être un truc ultra précis, plutôt par rapport à, soit c'est en général, soit c'est précis par rapport à un type de poste, soit c'est enfin, est-ce que tu as un coup de gueule? Moi, je pense que les coups de gueule ne servent pas à grand-chose. J'ai peut-être une idée que je pourrais partager. Ouais. Je pense qu'il y a un enjeu industriel fort de performance en France. Maintenant, en ce moment, particulier. c'est-à-dire ces années-là, quoi. Oui, on a pris conscience que on avait besoin d'industries qui fonctionnent bien, d'accord. Enfin, qui fonctionnent, qui soient présentes, d'accord. Moi, je propose juste qu'on rajoute qui fonctionnent de façon performante, qui fonctionnent avec une capacité à être compétitive dans le monde. Parce que si on installe de l'industrie et qu'elle n'est pas compétitive en comparaison avec d'autres sites dans le monde, on va juste potentiellement mettre beaucoup d'argent public, par exemple, dedans, pour à la fin, ou d'aide, hein, d'accord, ou d'investissement d'ailleurs, de façon générale, ou alors des privés ne le feront pas, parce que l'argent n'a pas la même valeur, hein, dans ce cas-là, ne le feront pas. Donc, installons cette industrie vraiment où on sera sans problème aussi compétitif que les Chinois, que des Américains, que des nouveaux entrants, d'accord. Voilà. Déjà, faisons ça. Et on a la capacité de le faire. Voilà, on a la capacité de le faire. C'est-à-dire que moi, depuis 20 ans, puisque tu as, pour pas dire 30, d'accord, tu sais que je vais dans ce secteur-là, on l'a démontré sur des cas individuels X fois, d'accord. On a la possibilité de le faire, quoi. On a des exemples. On sait le faire. Oui. Moi, je donne un exemple. Tiens, je vais prendre une PME, d'accord, une PME qui fabrique des maisons, tu vois, qui s'appelle Pobi, d'accord. Et à un moment, elle est venue nous voir il y a de longues années, enfin il y a quelques années, il y a 7 ans. Je donne un exemple un peu ancien pour pouvoir t'en parler assez librement, en disant, moi, je veux construire maintenant des maisons en bois, d'accord, des maisons en bois. Tu vois, c'était assez avant-gardiste il y a 7 ans de dire, je fais des maisons de maçons et je voudrais aussi faire des maisons en bois. Et j'ai acheté une usine qui est censée faire des maisons en bois, mais je me rends compte que c'était des charpentiers, tu vois, t'imagines des charpentiers, bon, toute la journée, qui travaillent de façon statique, d'accord, et puis tu vois pas du tout de flux. Bon, on est venu il devait investir 2 millions d'euros dans cette usine-là parce qu'il devait faire une extension. Au final, il n'avait pas besoin de son extension. On a installé une ligne en flux pour fabriquer des maisons en bois chez les frères Tur, hein, les 2 patrons. Hein, d'accord, je veux mettre en avant aussi ces 2 patrons, Sylvain Tur, par exemple. D'accord. Et tout d'un coup, ils ont été en capacité de sortir une maison en bois toutes les 15 heures. D'accord, là où c'était impensable avant. Ils n'ont pas investi 2 millions d'euros dans une extension de bâtiment parce que finalement, en travaillant différemment, j'avais pas besoin de recréer de la surface. D'accord, j'avais pas besoin de perdre de l'argent à l'investir juste pour créer du bâtiment, etc. D'accord. Et puis à un moment, ils nous ont dit bon, on est un peu triste parce qu'on se rend compte que jamais on arrivera à avoir des maisons en bois aussi peu chères que les maisons traditionnelles que l'on fait. D'accord. Et 1 an et demi après, d'accord, à force d'améliorer le système, donc tu vois, à force d'être attentif, à soutenir le système, j'ai eu le plaisir que Sylvain me dise, bah ça y est, on a réussi à avoir des maisons en bois qui maintenant coûtent moins cher qu'une maison traditionnelle. Tu vois l'impact que ça peut avoir dans notre époque actuelle
de se dire qu'on est capable de construire des maisons en bois, moins d'empreintes, voilà, voilà, une matière qui se régénère, plus saine, sûrement aussi, bon, etc. Je développe pas tous les avantages. Et ça, c'est des industriels qui ont essayé de le faire et qui l'ont fait. Et ça se fait. Mais du coup, tu vois, ça c'est génial. C'est pas un coup de gueule, mais moi ça me va, quoi. C'est de dire, enfin si, c'est un peu un coup de gueule. C'est les mecs, écoutez, industriels français, pensez mondial. On peut être plus compétitif que les Chinois. C'est possible. On a des exemples. Maintenant, on a des outils, on a des méthodes. On peut le faire. Et ça, c'est génial. Et c'est réel. Surtout, c'est réel. Est-ce que question maintenant je demande souvent tu vois, genre est-ce que tu as un livre ou quoi? Maintenant j'ai plutôt une autre manière de le dire, c'est quelqu'un qui est dans une usine, un responsable de production, il est tout seul. Je prends le vrai cas. Il a pas de service d'amélioration continue, il a même pas de service qualité, il est tout seul avec une usine, elle est de 30 60 opérateurs. Il a quelques relais managériels terrain, mais tu vois, il a pas d'équipe support. Et il veut faire de l'amélioration continue. Qu'est-ce que tu lui conseilles de commencer par quoi? Alors, je lui conseille déjà de se retourner autour de lui parce que partir du principe qu'il est tout seul, c'est sûrement faux. Hein, ok, ça c'est pas mal ça. Et que autour à la cantine, en discutant avec ses collègues, je suis sûr qu'il va trouver des gens à qui on va pouvoir partager cette envie de transformation et qui vont trouver, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui vont avoir l'envie de faire un peu mieux pour demain. D'accord? C'est ce qu'on voit toujours. Dis-toi que tu as une règle, si je peux me permettre de partager ça. Quels que soient les lieux où on intervient, on se rend compte que dans une population, tu as toujours un tiers des gens qui ont vraiment envie de faire avancer les choses. Ouais. Un tiers des gens qui sont prêts à se rallier aux gens qui ont vraiment envie de faire des choses, ou sont prêts à se rallier aux gens qui ont vraiment envie de pas faire des choses, d'accord? Et t'as le dernier tiers, c'est des gens qui, parce qu'ils sont mal levés ce matin-là, donc ces populations-là peuvent évoluer, hein. Je suis pas en train de dire c'est toujours les mêmes, hein. En plus, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que en plus ça bouge, ouais. Alors, ça peut être une humeur un peu installée, mais c'est transformable, d'accord? On ne doit surtout pas prendre quelqu'un en disant lui, c'est un rebelle, quelles que soient les choses. Moi, j'ai fait des choses avec des responsables syndicats qui étaient vus comme étant des diables rouges, etc. Et on a fait des choses extraordinaires. Et c'est souvent les choses qui ont duré mais des années et des années. Et qui, voilà, parce que on l'avait construit avec eux. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout le monde peut, voilà. On m'a raconté une histoire comme ça. J'ai un exemple comme ça d'une histoire qu'on m'a racontée, dans le Pays Basque. Je trouvais extraordinaire, quand tu parles d'humeur, un ouvrier qui travaille dans l'usine depuis plus de 30 ans, qui est syndiqué, force ouvrière, etc. Lui n'a jamais, parce que des fois l'usine ils ont besoin de faire des shifts de nuit ou de week-end plutôt. Et comme c'est pas marqué dans les contrats, etc. À chaque fois le responsable de production vient et il demande voilà. Qui veut est disponible pour faire un shift week-end, bien sûr c'est payé double, etc. et tout. Et c'est sur le volontariat. Et lui, il a jamais fait. Ça fait 30 ans qu'il bosse dans l'usine, il l'a jamais fait. Et un jour, le contexte c'est qu'il y a un nouveau directeur d'usine. Ça fait 6 mois qu'il est là, le directeur d'usine, ok. Et le responsable de production vient voir l'équipe. Et il dit voilà on a besoin encore cette fois là dimanche il faut une équipe en plus c'est un dimanche de nuit enfin bref tu vois genre un peu les conditions bâtardes tu vois et il dit bon qui est dispo et il se retourne vers ce mec là il dit bon toi j'imagine que non ça t'intéresse pas et tout et le mec lui dit si moi je veux le faire. Il dit attends comment ça tu veux le faire ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble jamais t'as voulu faire un shift de week-end pourquoi tu veux maintenant. Il lui dit écoute moi ça faisait 29 ans et demi qu'on avait un directeur d'usine qui me disait jamais bonjour, qui nous calculait pas, qui nous prenait de haut, et on sentait bien qu'il nous prenait pour des merdes. Là, ça fait 6 mois qu'on a un nouveau directeur d'usine. Il vient me dire bonjour tous les matins. Il s'est intéressé à ce qu'on fait. Il est motivé de mettre en place des meilleures choses dans l'usine. Je vois que
il est là pour aider, tu vois, à améliorer les choses pour que l'usine marche mieux. Donc moi, vu que ce mec-là, il s'engage, je veux bien maintenant faire des efforts aussi et m'engager aussi. Et voilà. Et t'as plein d'histoires de gens là. Ça, c'est ouf, hein. Oui, et c'est bien de les garder en tête parce que souvent, ça se passe de cette façon-là. C'est-à-dire que souvent, les gens qui ont envie de faire bouger les choses, donc ton directeur tout seul tel que tu l'imaginais. Responsable de prod, ouais. Responsable de prod. En fait, s'il partage un peu autour de lui, il va trouver un tiers qui vont être partants pour y aller. D'accord. Alors au départ, puisque ta question c'est qu'est-ce qu'il peut faire, au départ qu'il ait des ambitions terrain, d'accord. J'ai envie de dire modeste, mais transformer des choses où tu vas faire 30% de productivité ou plus, où tu vas réduire le lead time par 2, ça n'a rien de modeste, hein, mais bon, ils prennent un périmètre, voilà, un bout de ligne, voilà, qu'il associe des gens, pas juste que les gens qui travaillent sur cette ligne-là, d'accord, voilà, et qui mettent une ambition commune, d'accord, et puis il va se rendre compte qu'il peut déjà faire des choses très très sympas, d'accord, et que sur la base de ces choses très très sympas, après, ça lui donne une autorité terrible, et que regardez, avec rien, on a réussi à faire ça, d'accord, voilà, et on a obtenu ces résultats-là, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, d'accord, et là tu commences à créer des liens en disant ok, ça marche, ok, vous êtes partant, bon, ok, faut qu'on vous donne un petit coup de main, faut peut-être dégager une demi-ressource pour être sur ça, ou tu vas prendre 30% de ton temps, on va s'arranger pour organiser ça. Bon, ça on participe à ça tous les jours, par exemple. Top. Du coup, il me reste une dernière question, toujours dans cet ordre-là. Ça fait 56 minutes que j'arrête pas de t'en poser. Est-ce que tu as une question pour moi, Philippe? J'ai une question un peu large qui me vient là. Quelle est ton ambition industrielle à travers ce que tu es en train de faire en ce moment? Voilà la question que je te pose. Moi, mon ambition, la seule raison pour laquelle j'ai monté Déclic et du coup mon ambition pour l'industrie en France, c'est que demain, quand tu vas chez H&M, Carrefour, n'importe où, t'arrives dans un rayon et il y a 2 t-shirts. Il y en a un, il y a marqué Made in France, et il y en a un, il y a marqué Made in China. Et ben demain, le Made in France, il coûtera moins cher que le Made in China. Et c'est ça mon ambition très concrète. C'est je veux aider les industriels comme tu l'as dit. Pour moi, on a la capacité, on a les compétences, on a surtout, faut pas oublier, les usines, elles sont là. Il y a plus de 220 000 usines, je crois, en France. Enfin, c'est énorme, hein. Faut pas l'oublier. Et donc du coup, il faut mettre tout ce monde en mouvement. Le digital peut aider, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aider aussi. La manière de consommer des gens va aider, mais pour moi, la première bataille à gagner, si on veut vraiment changer les mentalités, c'est que il faut qu'on arrive à faire que, je prends l'exemple du t-shirt parce que je trouve qu'il est très marquant, que le t-shirt français coûte moins cher que le t-shirt chinois. Et pas en mettant à mal la planète, pas en utilisant de la moins bonne qualité. Au contraire, je pense moi, mon ambition, c'est qu'on va arriver avec des produits moins chers et de meilleure qualité en plus. Sache que dans certaines industries, des comparatifs ont été faits. Et je pense à une industrie de baignoires il y a 15 ans, qui après avoir transformé, on les avait accompagnés leur process, avait fait un bench avec la Chine et se disait on a des baignoires au même prix. Je parle de ça, c'était il y a 15 ans. Hein. On a des baignoires au même prix que celles qui sont importées, venues de Chine, et il est fabriqué à l'époque à côté de Troyes, si je ne me trompe pas. Non, mais il y a déjà, c'est ça ce que tu dis, il y a déjà des exemples, et donc je pense que c'est possible. Et du coup, moi, je lutte pour ça. Ben écoute, c'est une belle lutte, et nous avons cette lutte en commun. Top. Eh ben, merci beaucoup, Philippe, d'être venu nous partager ton expérience et nous parler du terrain et de tout ça. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Déclic du Lean. Je vous dis normalement à la semaine prochaine. Si jamais vous voulez poser vos questions à Philippe, il sera tagué sur ce post LinkedIn.
ou en tout cas vous pouvez le contacter sur LinkedIn, Philippe Remy, de chez Progress Partners. Si jamais vous voulez participer au podcast, vous pouvez m'écrire par email arnaud@declic.fr ou directement m'envoyer un message sur LinkedIn ou nous contacter sur le post qu'on aura fait. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Déclic, je vous invite aussi à consulter notre site internet et notre page LinkedIn. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Philippe. C'est un plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le lean dans les usines.